Bonsoir, il est 20h30, bienvenue sur BFM TV dans le 90 minutes. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir. Notre émission sera entièrement consacrée ce soir à l'inflation alors que le ministre de l'économie a rendez-vous demain matin avec les poids lourds de la grande distribution. Et l'enjeu de cette rencontre est très important, il concerne chacun d'entre nous puisque l'objectif à terme c'est de faire baisser l'inflation sur les produits alimentaires. Nous vous dévoilerons aussi le dernier sondage ELAB sur l'impact de l'inflation pour les Français au quotidien. Et puis bien sûr, nous donnerons la parole à deux d'entre vous. Ce sera à 21h30, deux Français qui vont nous raconter comment ces derniers mois, précisément, ils ont dû changer leurs habitudes. Pour m'accompagner ce soir sur ce plateau, Michel Guiraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Jean-Philippe André. Vous êtes le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, et aussi le président du directoire de Haribo France, à tel point que Laurent Neumann a exigé que la prochaine fois, vous veniez sur ce plateau avec des bonbons pour vous y êtes engagé. Bonsoir Laurent Neumann. Bonsoir Alice. Et bonsoir à vous Rodolphe Bonas. Bonsoir, vous êtes le PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la distribution, mais je suis totalement d'accord avec Laurent Neumann. Très bien. Je partage son Et point moi de vue. aussi, donc ça fait 3 personnes, ça fait beaucoup. Et vous êtes aussi expert de la consommation. Franck Boisise, que j'aperçois en coulisses, nous rejoindra dans un instant sur ce plateau, journaliste économie. Bien sûr, à Libération, on va avoir besoin de lui. Mais d'abord, Neumann se fâche. Laurent, vous êtes en colère ce soir après l'annulation de la présentation d'un livre sur les frères musulmans à la Sorbonne qui devait avoir lieu vendredi. Alors à ce jour, la conférence est reportée pour des raisons de sécurité parce que celle qui l'a écrite, elle s'appelle Florence Bergeau-Blecker, est menacée de mort et sous protection policière. Oui, et vous avez bien fait de résumer cette histoire parce que tout dans cette histoire est absolument intolérable. D'abord qu'une intellectuelle, une chercheuse, en France, en 2023, puisse être intimidée, menacée pour ce qu'elle a écrit et pour les travaux qu'elle poursuit depuis plus de 30 ans est parfaitement intolérable. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette histoire depuis la publication de son livre sur les réseaux fréristes et depuis notamment l'annulation de cette conférence à la Sorbonne. Intolérable aussi parce que ça signifie au fond qu'il y aurait dans ce pays des sujets, je mets des guillemets, sensibles, des sujets qu'il faudrait traiter avec des pincettes. Mais non, une intellectuelle qui pendant 30 ans travaille sur ces sujets compliqués, qui publie un livre où elle fait très attention de ne pas mélanger islam et islamisme. Ces travaux-là, ces sujets-là, on doit pouvoir les aborder de façon apaisée, sereine, et vraisemblablement, ça n'est pas le cas. Intolérable aussi, parce que dès lors que quelqu'un s'attache ou s'attaque à ces sujets-là, immédiatement l'accusation qui vient, c'est islamophobie. Vous êtes traité d'islamophobe par des musulmans qui se sentent agressés qu'on puisse travailler sur ces sujets-là, mais aussi par les militants de la fameuse cancel culture. Au fond, ce qui arrive à cette chercheuse ressemble à s'y méprendre à ce qui était arrivé, vous vous souvenez, à Caroline Fourest, il y a 20 ans, en 2004, lorsqu'elle publie chez Grasset un livre qui s'appelle Frère Tariq, déjà sur les réseaux fréristes et les frères musulmans, eh bien, elle aussi a été menacée et elle l'est depuis des années à cause de ses travaux. Et puis, dernier point quand même. Je crois qu'on a dans ce pays une ministre de l'enseignement supérieur. Eh bien, croyez-le ou non, depuis lundi, où on a appris que cette conférence était annulée, conférence qui devait avoir lieu, vous l'avez dit, à la Sorbonne le 12 mai, eh bien, la ministre, elle est silencieuse. J'aimerais bien qu'elle dise un mot sur cette histoire. Et peut-être qu'elle est en train de vous écouter, affaire à suivre. Merci beaucoup Laurent. Et on vous retrouve évidemment demain sur l'antenne de BFM TV. Venons-en à ce sujet qui va donc nous occuper pendant 2 heures, l'inflation et notamment donc cette réunion qui est prévue demain matin aux alentours de 11 heures entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire et les leaders de la grande distribution. Ils seront reçus à Bercy. Bonsoir Franck Boisise. Bonsoir Alice. Je pense que c'est important de rappeler tout d'abord et d'expliquer quels sont précisément les enjeux de cette rencontre et ce qu'on peut en attendre à la sortie. Alors, on ne peut peut-être pas en attendre un résultat patent et tangible dès demain. Ils se réunissent en fin de matinée. En revanche, l'environnement a changé. C'est-à-dire que, rappelez-vous, il y a 6 mois de ça, les prix augmentaient et la grande distribution disait, bon, bah, si les prix augmentent, il faut qu'on le récupère et qu'on le répercute d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a un certain nombre de prix, notamment ceux des matières premières et du transport, qui baissent. Et donc, là, le ministre de l'économie, finalement, dans son rôle, dit, bon, bah, les consommateurs
devraient pouvoir tirer les fruits de cette baisse comme ils ont subi le coup de cette hausse. Et c'est là que les choses commencent à se corser un petit peu parce qu'il y a une sorte de mistigris, de patate chaude si vous préférez. D'un côté, la grande distribution dit aux industriels « Ah mais c'est vous qui devez baisser vos prix et donc nous aider à répercuter cette baisse. » Et puis les industriels disent oui mais nous on a acheté nos matières premières très à l'avance, donc on a encore beaucoup de stock, donc on ne peut pas répercuter les baisses tout de suite. Et puis au milieu de tout ça, le consommateur ne s'y retrouve pas tellement. Donc Bruno Le Maire met un peu de poing sur la table et dit je réunis tout le monde et vous allez voir ce que vous allez voir. Est-ce qu'on sait qui sera présent ? Alors demain devrait être présent en fin de matinée au 6e étage de Bercy la plupart des responsables d'entreprises de la grande distribution, c'est-à-dire les patrons respectifs de Casino, Carrefour, Auchan, Intermarché, Casino encore, qu'est-ce qu'on a oublié mais ça Rodolphe va pouvoir nous je vous pose la question, juste Franck Boisy, je vous pose la question parce que visiblement ce matin, Michel-Édouard Leclerc qui était sur l'antenne de BFM TV avait encore un doute. Écoutez. Et je pense que j'irai pas. Ce que je veux... Vous n'avez pas la réponse au moment où on se parle? Non. J'imagine qu'en vous écoutant, il va vous envoyer un petit SMS si vous avez des nouvelles d'ici la fin de l'interview. Surtout, vous n'hésitez pas à nous en... Il va s'adresser à vous. Vous y serez, vous, Michel Biérot? Ah non plus. Mais j'ai pas été invité, en fait. Comment ça se fait? Je sais pas. Donc on n'a pas été invité et donc quand j'ai pas d'invitation, je ne me rends pas à une réunion, bien sûr. Vous allez peut-être recevoir un SMS aussi. Peut-être. Est-ce que vous êtes surpris de ne pas être invité? Est-ce que vous étiez aux précédentes réunions de ce type? Non, j'étais pas non plus aux précédentes réunions, tout simplement je pense parce qu'on est peut-être trop petit dans la distribution française pour être invité à ce genre de réunion. Mais en tout cas... je pense qu'ils vont, et d'après ce que j'ai lu dans la presse et entendu sur vos différents plateaux, ils vont surtout parler du panier anti-inflation, ou du trimestre anti-inflation, pour le prolonger certainement. Et donc, moi, la réunion, c'était plus pour parler comment on peut justement renégocier avec les industriels pour, comme l'expliquait M. Boisy, pour essayer de faire baisser les prix aux consommateurs. Vous savez quoi? On va faire notre propre réunion en fait, puisque vous êtes là et que nous avons précisément un industriel en face de vous. Si vous aviez un message à faire passer ce soir, lequel ce serait? Si on n'avait qu'un, c'est transparence. Discutons. Il faut se mettre autour de la table pour discuter. Moi, j'ai absolument... Alors déjà, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Philippe André, pour le patron qu'il est de Haribo, vous l'avez dit tout à l'heure, mais au-delà de ça, il faut quand même juste savoir que, je crois, et M. André va me le dire si je me trompe, mais vous avez plus de 17 000 adhérents à l'ANIA. Je confirme. De ces 17 000 adhérents, il y en a 99%, ce sont des PME, des ETI ou des TPE. Peut-être expliquer ce que c'est l'ANIA pour ceux qui ne savent pas. Oui. Alors l'ANIA, c'est l'Association nationale des industries alimentaires. Des industries alimentaires. Et l'ILEC, c'est les multinationales, c'est les gros. Et de ces gros, de l'ILEC, l'ILEC c'est l'Institut de liaison des entreprises de consommation. Donc ça, c'est 99 multinationales, mais des très grosses entreprises, dont certaines sont également à l'ANIA. Je parle toujours sous couvert de M. André. Donc 99% des entreprises qui adhèrent à l'ANIA, moi j'ai zéro problème avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des PME qui aujourd'hui me fournissent, et depuis des décennies, mes produits de marque de distributeurs. Et heureusement que je les ai, parce que si demain ces PME je les avais plus, je n'aurais plus de produits dans mes magasins. Et on discute tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soumis à cette fameuse loi de modernisation de l'économie, qui ne concerne que les grandes marques, les marques nationales. Mais comment vous expliquez, vous, précisément aujourd'hui, que ces baisses des prix des matières premières ne se répercutent pas dans les rayons des supermarchés? Est-ce que c'est en partie sa faute? Non, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de certains de ses adhérents, mais pas tous, 1%. Ce sont les multinationales. Encore une fois, je n'ai rien contre les ETI, les PME ou les TPE. Moi, mon problème, ce sont les multinationales. Mais depuis longtemps, c'est pas ce soir que je vous l'annonce. Ça fait des années que je le dis sur les plateaux ou ailleurs. Pourquoi ça me pose problème? Parce que ces multinationales, nous, on doit négocier avec eux selon la loi de modernisation de l'économie. D'accord? Tout est dicté dans ce pays. Contrairement à tous les autres pays du monde. On est le seul pays au monde où il y a une loi qui nous explique comment il faut négocier avec ces multinationales. Et ces multinationales, aujourd'hui, à cause de cette loi en partie, sont dans l'opacité la plus totale. Et donc, j'ai envoyé en parallèle du courrier de Bruno Le Maire, et on va certainement en reparler, un courrier à toutes ces multinationales il y a 3 semaines. À ce jour, j'ai 2 réponses. Donc,
Et j'entends que les multinationales, ils ont, et M. André va certainement l'expliquer, plein d'arguments. Ils vous répondent quoi? Non, mais plein d'arguments pour dire on ne peut pas baisser les prix. Le blé, aujourd'hui, dévisse de 40%, je crois. Je suis bien conscient que dans un paquet de gâteaux dans lequel il y a du blé, il n'y a pas que du blé. Ouais. Et d'ailleurs, au-delà des ingrédients que compose la liste, il y a aussi la main-d'œuvre, il y a l'énergie, il y a toute une liste de choses. Ça devrait quand même se faire sentir. Ce que je demande juste, c'est que les industriels, ces multinationales, décrochent le téléphone quand je les appelle, me répondent au courrier, qu'on discute. Et s'ils viennent avec de la transparence, avec du factuel, pour m'expliquer que sur un paquet de gâteaux, je ne peux pas vous concéder ni 20, ni 10, peut-être même pas 5% de réduction, j'ai pas de problème. Mais qu'on discute. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. C'est tout ce que je reproche. André, ce n'est pas la faute de tous les industriels, mais 1% d'entre vous répondez quoi? Non, d'abord, c'est assez amusant que l'ANIA soit présentée par Michel Biérot, donc très bonne présentation, Michel, très très bonne. Mais plus sérieusement, l'ANIA, on a vocation à représenter 17 000 entreprises. Et ce que moi, je n'aime pas faire, c'est faire cette distinction entre petit et grand. Parce que pour aller un peu dans le sens... Ce qui est précisément ce qu'il vient de faire. Oui, mais justement, parce que il est dans son rôle et il le fait très bien. Quand vous prenez les 3 plus grands, si on va dans ce sens-là, vous prenez les 3 plus grands entreprises agroalimentaires en France. En étant large, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires. 10 milliards. Vous prenez les 3 plus grandes sociétés de distribution en France, c'est 100 milliards. Je répète, il y a un rapport de 1 à 10. Donc, je sais bien que c'est plus facile de présenter de temps en temps ce rapport de David à Goliath. Il se trouve que la très grande majorité, c'est les David, ils sont plutôt, comme l'a dit d'ailleurs Michel Biérot, du côté de l'agroalimentaire. Donc il faut pas rentrer dans ce mode un peu caricatural. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de nous expliquer? Que la plupart de ceux que vous représentez aujourd'hui n'ont pas les moyens de répercuter cette baisse des prix des matières premières sur le reste des produits dans la foulée? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous expliquer en fait? Non, je suis en train de vous dire que d'abord l'inflation, c'est un phénomène que nous constatons en France. Et que, au même moment où on se parle, vous avez le même niveau d'inflation, plus même sur l'alimentaire, en Allemagne et en Belgique. Première chose. Sur les marques de distributeurs, Michel Biérot est un grand spécialiste des marques de distributeurs. Sur à peu près 16-17% d'augmentation d'inflation, vous avez à peu près 15-16 sur les marques nationales, vous en avez 20-22 sur les marques de distributeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, et vous avez employé une expression que moi j'utilise souvent, ce mystigri de l'inflation, c'est pas en se le repassant de l'un à l'autre qu'on va le régler. Pour nous, les consommateurs, c'est pas un mystigri. Alors, j'allais le dire, c'est non seulement, c'est pas un mystigri, mais j'allais plus loin, c'est même un poison. Parce que je veux dire, là aussi, personne n'a le monopole de la compréhension de l'inflation. Donc nous, on a intérêt à avoir une inflation basse, on fait pas le développement de nos affaires sur l'inflation. Deuxième chose, en termes de rapport de prix par rapport à des marques de distributeurs, attention, des hausses trop fortes. Quand vous avez un prix de pâtes qui Désolé, mais vous répondez toujours pas à la question. Pourquoi ça baisse pas? Mais alors, la question sur pourquoi ça baisse pas, aujourd'hui, vous avez des marchés qui effectivement sont baissiers. Le prix du blé dur. Vous avez des oléagineux, etc. Il y en a beaucoup qui sont à la baisse en ce moment. Ils sont à la baisse. Je précise d'ailleurs qu'ils sont toujours bien plus hauts qu'au début de la crise. Nous, opérationnellement, on a des couvertures d'achat. Vous comprenez bien que si j'ai acheté une matière première à un indice 100 il y a 3 ou 4 mois, et que si aujourd'hui le cours est à 80, pour autant, je ne vais pas pouvoir vous vendre cette matière à 80. Mais ce que je dois faire, ce que je vais faire, et ce qui est prévu par la loi d'ailleurs, il faut le dire, dans le cadre de renégociation, même des fois dans les cadres de clauses de révision automatique, c'est le moment où ça reviendra à 80. Oui, moi j'ai toujours un client me téléphone. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour rouvrir les négociations? Parce que c'est précisément l'enjeu de la réunion demain. Mais au cas par cas, en fonction des évolutions. Moi, un client me téléphone. Moi, un client comme comme Leclerc, ça représente 10%, 15% de mon chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ne décroche pas son téléphone lorsque le client téléphone? Mais non, c'est impossible. Mais par contre, et Bruno Le Maire nous a envoyé une lettre en début de mois dernier. Il a dit, il veut que les prix de cession soient revus à la baisse à chaque fois que la situation sera justifiée. C'est dans le texte.
Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Quand on vous écoute, ça paraît simple et pourtant, demain, il faut recevoir les leaders de la grande distribution. Dans un second temps, il faudra réunir les industriels. Je veux dire, on ne pouvait pas réunir tout le monde dans une même pièce et se mettre d'accord en une fois. Ce serait tellement plus simple. J'ai passé 4 mois en Espagne fin d'année 2022. Ça se passe totalement différemment. Et Monsieur André, il est dans un groupe européen comme moi, et donc il le sait également. Les relations dans les autres pays, ce ne sont pas les mêmes qu'en France. Bien sûr qu'il y a des moments de tension dans une négociation dans tous les pays du monde, mais cette loi de modernisation de l'économie, elle a apporté de l'opacité et de la défiance entre les acteurs. Donc entre nous, il y a toujours ce jeu de dupes. Et une forme de défiance. C'est lui le menteur, c'est moi le menteur, c'est toujours ça. Moi, tout ce que je demande, c'est de la transparence. Et quand j'envoie 80 courriers aux multinationales qui font, pas tous, hein, mais en partie, qui sont adhérents de l'ANIA, j'attends juste, je ne demande pas qu'ils viennent et disent, Monsieur Béraud, 15% de baisse. Non, mais qu'on discute. Mais vous dites tout le monde ne joue pas le jeu, en fait. J'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais vous voyez, Michel, quand vous évoquez l'étranger, quand vous comparez, et je vais aller là-dessus. La première chose, à l'étranger, vous avez peut-être des règles différentes, mais vous n'avez pas eu, pendant 5 à 6 années de suite, une déflation qui a conduit systématiquement à la perte de marge. Donc quand vous dites aujourd'hui, tiens, je dois lever la date butoir, terme technique pour signifier que M. Béraud dirait, on ne veut pas négocier au 1er mars. La défiance, le manque de confiance qui a été créé, quand vous faites massacrer, année après année. La déflation, ça signifie, madame, que 6 années de suite, je vous ai baissé votre salaire. Année après année. Ça ne favorise pas Mais ça, cela. je ne suis pas d'accord. Eh bien, allez-y, dites-nous pourquoi. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'on parle de déflation, M. André parle de déflation. Mais au final, la loi de modernisation de l'économie, il faut quand même que les auditeurs comprennent. En France, on part d'un tarif général qui sort du chapeau de perlimpinpin. Moi, ça fait 20 ans que j'achète des marques, je ne sais pas de quoi est composé le tarif. On me répond, c'est le tarif, il est public. Et à partir de ce tarif, on doit nous vendre des services à l'industriel qui me les rémunère en faisant baisser ce tarif. On est d'accord? Oui, mais vous pourriez peut-être expliquer, Michel Béraud, que si cette loi que vous fustigez, elle a été mise en place, c'est simplement parce qu'à une époque qui n'est pas si ancienne que ça, quand un petit producteur se présentait dans les petits box où on négocie chez vous pour vendre sa modeste production, eh bien, c'était vous qui aviez le pouvoir. Et donc cette loi a été mais comment ils font, mais est-ce qu'elle est encore adaptée, cette loi? Alors, quand il y a un grand pic d'inflation, c'est vrai qu'elle est pas complètement adapté. Maintenant, j'écoute ce que dit M. André. Vous avez proposé qu'il amène des bonbons. Moi, j'ai presque failli sortir des Kleenex. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de l'inspection générale des finances, des gens très sérieux à Bercy, qu'à Libération, on s'est procuré. Qu'est-ce que dit ce rapport qui est fait tous les 3 mois à la demande de Bruno Le Maire? Il dit en toutes lettres, M. André, que les entreprises et les grands industriels de l'agroalimentaire ont reconstitué leurs marges et qu'elles sont aujourd'hui équivalentes à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. C'est marqué en toutes lettres dans un document, certes, que vous n'avez pas diffusé aux 4 vents, mais qui existe. Alors, je préfère vous amener des bonbons que des Kleenex. Mais maintenant, Décidément. Mais par contre, on va compléter votre information. Que dit ce rapport de l'inspection générale des finances qui effectivement compare 2022 à 2019? Il dit, pour être technique, et vous l'êtes, l'excédent brut d'exploitation, parce que c'est comme ça que ça s'indique, ils disent que donc la marge sur le monde agricole a été revalorisée de l'ordre de 27%. Et on dit, et je crois qu'on sera d'accord là-dessus avec Michel Béraud, c'est une bonne chose, parce que tous les dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années devaient conduire à cela. Le même rapport dit que sur la même période, les marges de la distribution ont été reconstituées de plus 9%. Et ils parlent des industriels aussi. Et après, ils arrivent sur les industriels. Et on y arrive, monsieur, les marges sont à plus 1. À plus 1 sur 3 ans, vous assurez, c'est la ligne de flottaison. Donc il faut donner l'information complète. Je voudrais qu'on écoute la ministre déléguée chargée du commerce. Elle a un message pour vous, c'est Olivia Grégoire. Certains distributeurs ont déjà enclenché les renégociations. Si jamais ça n'est pas le cas dans les semaines qui viennent et qu'on remarque que des grands industriels qui gèrent des marques que vous avez citées ne font pas d'efforts, qu'est-ce qu'on fera? On fera ce qu'on appelle en bon français du name and shame, donc je vais le dire autrement, on citera. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit la société médiatique dans laquelle on est, on dira aux Français sur telle et telle marque, désolé, mais ils veulent pas négocier les prix à la baisse. Je suis pas sûr que ça fasse de la pub aux marques. Elle vous menace?
Ah oui. Oui, je suis pas certain que faire du name and shame, c'est-à-dire de la dénonciation publique, amène quoi que ce soit et améliore le débat public. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça. Moi, je l'affirme clair et net. Il y a un moment, faut juste arrêter 2 minutes. C'est-à-dire, être traité de profiteur tout le temps. Ça n'a pas été le cas pendant le Covid, où on nous a supplié de produire. Pendant l'Ukraine, il fallait redémarrer. Non, on est responsable. On n'a pas besoin d'être menacé, d'être cloué au pilori. Vous regrettez le ton? Non, je crois que la ministre, elle est dans son rôle. On ne pourrait pas imaginer qu'une ministre ou le ministre de l'économie, en ce moment, dise ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas l'inflation. Donc ils sont dans son rôle. Je dis simplement que quand le président de la République, interview aux Parisiens, dit la tension sur les prix alimentaires sera serrée jusqu'à la fin de l'été. Je crois que Michel-Édouard Leclerc ce matin, Michel-Édouard Leclerc dit grosso modo la même chose. C'est pas de la prédiction, c'est simplement du bon sens. Ce sont des gens qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise et je dis que progressivement, on se remettra à la table de travail avec nos clients, et puis vous verrez cette évolution, très naturellement. Vu le laps de temps, il faudra que vous vous mettiez tout de suite à la table de négociation. Vous nous avez expliqué le décalage sur vos stocks, qui fait qu'à partir du moment où vous décidez de baisser un prix, ça se retrouve pour le consommateur 3 ou 4 mois plus tard. Soyons très concrets. Pour qu'il y ait un effet à la rentrée, par exemple, il faudrait que ces négociations commerciales reprennent dès maintenant. En fait, dès maintenant, pour qu'elles puissent se répercuter sur l'étiquette pour le consommateur. Ensuite, ce que M. André ne dit pas, parce que ce qu'a dit Olivier Grégoire, au-delà du name and shame, c'est qu'elle était prête à monter un cran au-dessus. C'est-à-dire, comme pour les énergéticiens, mettre une sorte de taxe spéciale sur les super profits des industriels de l'agroalimentaire, notamment les plus grands groupes, qui ont réalisé une année 2022 assez intéressante. Monsieur André, si on regarde les profits des plus grands en 2022, Nestlé, Unilever, Danone, Barilla, Ferrero. Danone? Oui. Danone n'a pas perdu d'argent l'an dernier. Donc, Unilever n'a pas perdu d'argent l'an dernier. Donc, vous comprenez que la ministre puisse dire j'envisage une taxe sur les super profits à la lumière des résultats des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Effectivement, là, ça va au-delà du name and shame. Je voudrais qu'on entende Renov Benas. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette réunion de demain? Est-ce que, pour vous, il y a un réel enjeu ou c'est que de la com? Alors, non, il y a un réel enjeu. S'il vous plaît. Il y a un réel enjeu, mais il y a en fait une réalité, Alice. On assiste ici à un vrai dialogue qui existe depuis des années en France. C'est le choc de titans entre des industriels qui sont des grosses multinationales internationales et des grands groupes de la distribution. Et c'est vrai que ce choc des titans amène à des confrontations où, dans certaines situations, les distributeurs, ils sont très pressés de renégocier pour faire baisser les prix, et puis les industriels, ils sont un peu moins pressés parce que ça va rogner sur leur marge. Et c'est un peu ce débat auquel on assiste. Il faut bien comprendre, ça a été évoqué ici, c'est qu'en France, on est dans un pays où ces négociations, comme l'a expliqué Michel Biérot, sont encadrées. Et finalement, on a 2 options aujourd'hui. Soit de rajouter du cadre au cadre, c'est-à-dire de faire fonctionner le dispositif de manière encore plus coercitive, et je ne crois pas que ça produira un résultat, soit au contraire se dire que finalement la loi du marché, de l'offre et de la demande peut aider à cette régulation. C'est vrai que quand on a mis cette fameuse loi dont on parle et qui encadre tout le monde, c'est vrai qu'on était dans des logiques d'abus comme l'expliquait Franck Boisise. Mais depuis, les temps ont considérablement changé parce que toutes ces petites entreprises industrielles sont au cœur du commerce et de l'économie de tous les distributeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un seul distributeur qui fait l'économie d'avoir des marques distributeurs au sein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerçants sont aussi les propres fabricants de leurs produits. Donc, ça veut dire 2 choses, terminer là-dessus, ça veut dire 2 choses. Un, c'est qu'ils n'ont plus du tout le même rapport que lorsque la loi a été créée. C'est fini, ils ont besoin d'eux, comme ça a été évoqué. Et deuxième point, c'est que quand vous travaillez à l'élaboration d'un produit, en tant que commerçant, vous finissez par en connaître les rouages. Ça veut dire qu'à un moment, quand vous vous appelez Procter & Gamble et vous faites de la lessive ou du shampoing, ou quand vous vous appelez Nestlé, ou quand vous faites des yaourts ou quoi que ce soit, vous êtes en mesure de recevoir votre industriel, lui dire « Attends, moi je connais le coût du carton, je connais le coût du lait, je connais le coût de la fabrication. » Et c'est là-dessus qu'on est en train de rentrer. C'est ce choc-là qui a du mal à s'éclaircir en France. En attendant que les réunions s'organisent, plus concrètement, l'une des mesures du gouvernement pour aider les Français, c'est de prolonger le trimestre anti-inflation. Alors, on rappelle que c'est une opération commerciale dans le cadre de laquelle les supermarchés s'engagent à vendre une sélection de produits au prix le plus bas possible. Il va être prolongé au-delà du 15 juin. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure? Et est-ce que vraiment ce trimestre anti-inflation, ça change quelque chose en ce moment, d'ores et déjà pour les Français lorsqu'ils font leurs courses, sincèrement?
Ça change s'ils achètent, et Mme Grégoire l'a dit ce matin, s'ils achètent 100% du panier anti-inflation de chaque enseigne. C'est-à-dire 150 produits chez Système U, sur, je le rappelle, 30 000, 500 produits chez Intermarché sur 40 000, 30 000, 40 000. C'est tout petit, d'accord? Donc après, ok, il y a 500 produits qui sont à un bon prix, les 39 500 autres, ils sont à quel prix? Ensuite, moi j'avais juste alerté par rapport à ce panier anti-inflation, c'est quand même un risque alors c'est peut-être ce qu'on veut, de guerre des prix, mais quand on tape sur des produits à base de matières premières agricoles, faut jamais oublier que derrière il y a un éleveur. Et donc c'est tout le marché qui est tiré vers le bas. Donc même quand on me dit mais c'est pas grave, chacun a un panier différent, bien sûr que non. Oui, chacun a un panier différent, mais tous les distributeurs regardent tous les autres distributeurs et se calent sur chacun des paniers. Il est d'ailleurs assez critiqué par les associations de consommateurs, ce panier anti-inflation. Bien sûr, bien sûr. Mais donc c'est plus, pardonnez-moi juste pour expliquer, ce panier anti-inflation, c'était l'idée une fois de plus de réguler, qui n'a pas pu se mettre en place parce que finalement on peut pas réguler tous les produits, et ça s'est vite transformé en opération commerciale. Mais en revanche, il faut dire une chose, c'est que commercialement, ce balisage en magasin et cette approche tarifaire rencontre un vrai succès commercial. C'est-à-dire que les enseignes qui l'appliquent, elles voient une rotation, une vente de ces produits mais il faut fortement augmenter. Il faut peut-être raconter, Rodolphe, les coulisses de ce panier anti-inflation. On s'est penché un peu dessus à Libération. Alors d'abord, il y a une idée à Bercy, on fait le panier anti-inflation. C'est Olivier Grégoire. La grande distribution, je pense que M. Biérot ne me démentira pas, apprécie pas du tout l'initiative. D'autant qu'au même moment, il y a un projet de loi d'un parlementaire qui s'appelle M. Descrozaille pour remettre encore un petit peu de protection. Et donc, la grande distribution, en quelque sorte, se rebelle contre ce panier anti-inflation et dit on n'a pas envie de le faire. Elle traîne les pieds, elle a un peu même envie de mettre le ministre à l'amende finalement. Et donc ça se met très très lentement. Et puis après, les mots c'est important. Quand on dit à prix coûtant, je pense qu'il faut le préciser pour tout le monde autour de cette table et pour ceux qui nous regardent, à prix coûtant, selon la loi, ça veut dire avec une marge minimum de 10%. C'est pas à prix coûtant pour le distributeur. Il faut bien que chacun soit conscient, quand on achète un produit du panier anti-inflation, qu'il y a une marge bénéficiaire de 10% obligatoire et incompressible. Imposée par l'État. Imposée par l'État et réalisée par le distributeur. Le fait qu'on intègre les fournitures scolaires en vue de la rentrée, c'est une bonne idée ? Ça va permettre la rotation des produits, mais reste une opération commerciale. On aura des distributeurs qui choisiront des cahiers à carreaux pour anti-inflation, et puis un autre distributeur qui choisira des cahiers à spirale, des feutres. Voilà, ça va être très compliqué à lire. Aucun d'entre vous n'a l'air vraiment convaincu par ce dispositif, en fait. C'est une idée. Moi, je pense que le gouvernement avait besoin de donner... Il est dans son rôle. Oui, il est dans son rôle, tout à fait. Il avait besoin de donner un signal fort aux consommateurs, aux Français, tout simplement, de dire on fait quelque chose et on se bouge. Et donc, tant mieux. Mais c'est juste un danger. Parce que... Vous, ce que vous attendez davantage, c'est le message que fait par exemple passer Olivier Grégoire aux industriels. Vous attendez du gouvernement qu'il tape plus fort ? Moi, j'attends juste... L'an dernier... On nous a contraints à signer une charte, nous distributeurs, pour se remettre à la table des négociations, pour faire augmenter les prix, d'accord, pour passer des hausses aux industriels. Tout ce que je demande, étant donné que, suite au courrier de M. Bruno Le Maire, à mon courrier personnel que j'ai envoyé aux multinationales, je le répète, aux multinationales, je n'ai pas de retour. Donc si demain j'étais invité à cette réunion, j'aurais demandé à M. Bruno Le Maire ou à Olivier Grégoire de mettre en place la même chose que l'an dernier, c'est-à-dire de faire signer les industriels une charte pour dire « Ok, on vient discuter ». Je ne leur demande pas d'écrire « On va baisser les prix », parce que je comprends et j'entends parfaitement que certaines... Ils ont des contrats qui durent, l'énergie, ils se sont engagés jusqu'en octobre. Je peux le comprendre, mais je voudrais juste qu'on discute, quoi. Le fait que vous ne soyez pas invité, est-ce que ça ne raconte pas aussi quelque chose ? Je ne sais pas ce que ça raconte. Non, mais je veux dire, mais finalement, vous seriez tout à fait légitime pour participer à ce genre de réunion. Je ne sais pas combien ce que représente exactement Lidl, mais je pense que parmi ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de gens pour qui Lidl, ça veut dire quelque chose quand même. Vous n'êtes pas si petit que ça, parce que vous êtes le premier investisseur en médias quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et quand on parle du rapport de force, oui, très fier, les 3 premiers investisseurs en médias en 2022, c'est vous, votre meilleur concurrent, un 3e distributeur. Juste une parenthèse. Mais vous voyez, il parle très bien de vous, vous parlez très bien de lui. Non, mais simplement pour dire, il y a peut-être une dizaine d'années, vous auriez eu Renault, vous auriez eu d'autres trucs. Là, maintenant, il faut bien voir le poids de la distribution. Juste encore 2 mots là-dessus. Si tout ceci était aussi 200 millions dans les jeux. Si tout était aussi simple,
du jour au lendemain, vous avez à peu près dans un assortiment, je parle sous le contrôle de Rodolphe, vous avez à peu près 35% de marques de distributeurs dans un assortiment alimentaire. Ne soyons pas trop techniques. Hein, pour mais tous ceux qui nous regardent comprennent bien. Tout était simple. Tout était simple. Du jour au lendemain, les marques de distributeurs ne réduiraient pas leur prix que sur 500 références. Ils le feraient surtout. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes contraintes que nous, puisqu'ils font le même métier. À mon voisin, je dis, sur les résultats, d'abord, l'avantage que nous avons sur le monde industriel, c'est qu'on publie nos résultats, déjà. Donc, à transparence totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est très asymétrique, c'est-à-dire que quand les groupes... Enfin, Carrefour est coté en bourse, il publie ses résultats, quand même. Oui, mais Système U ne le fait pas, Leclerc ne le fait pas, Lidl ne le fait pas. Les marges des magasins sont connues. Donc, je dis simplement... Magasin, on sait combien ça gagne. Vous ne consolidez pas. Oui, mais un magasin... Ce serait d'ailleurs souhaitable, dans le souci de transparence, qu'on arrive à cette consolidation. Et donc, je dis simplement, en termes de résultats, il y a ça à mettre en œuvre. Et dernière chose, sur l'ensemble du dispositif qui semble compliqué en termes de loi, on était quand même tous à peu près d'accord pour dire que Egalim, c'est cette loi, Egalim 1, Egalim 2, qui a pris en compte la filière. Je crois que c'est fondamental de raisonner en termes de filière. Personne aujourd'hui, raisonnablement, ne remet en cause le dispositif Egalim. Parce que ce serait remettre en cause toute la filière amont des agriculteurs, 400 000, les 17 000 que nous sommes, pour arriver aux 6, 7, 8... Dernière question. Demain, ce sont donc les leaders de la grande distribution. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà quand aura lieu la rencontre entre le ministre et les industriels? Alors, je suis un peu dans Vous avez reçu votre invitation? Alors, je suis un peu dans la situation de M. Biro. Nous n'avons pas eu d'invitation officielle. Ils bruissent qu'on serait invité la semaine suivante ou 10 jours après. Évidemment, on sera tout à fait prêt à y aller. Avant la fin du mois, dit-on à Bercy. Voilà, c'est très bien. Et on ira. Et ça pourrait si on est invité, on ira. Ça pourrait être dès la semaine prochaine, bien sûr. potentiellement. Et vous irez, évidemment. Mais bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Philippe André, d'avoir été avec nous ce soir. On continue, bien sûr, à parler de l'inflation à la veille donc de cette réunion entre Bruno Le Maire et les leaders de la distribution. Et je voudrais qu'on regarde à présent ce sondage, dernier sondage Elabe, qui s'est intéressé à l'inflation et à son impact pour les Français au quotidien. Il y a beaucoup de chiffres qu'on pourrait retenir de ce sondage Elabe, qui révèle notamment que 8 Français sur 10 ont changé leurs habitudes alimentaires en raison de l'inflation. Dans le détail, 55% renoncent à certains produits, 44% des Français interrogés achètent des produits moins chers, 30% d'entre eux achètent en plus petite quantité. Et ce que révèle aussi cette étude, c'est qu'ils sont 55% à se serrer la ceinture. Peut-être une réaction à ces chiffres. Est-ce qu'effectivement, ce qu'ils racontent, vous l'observez dans les rayons de vos supermarchés? Bien sûr, tous les jours. Il y a des changements d'habitude de la part des consommateurs. Ils font ils réfléchissent différemment, ils achètent différemment. En fait, ils font des arbitrages. Pardon. Ceux qui achetaient des entrecôtes avant vont acheter du haché. Ceux qui achetaient de la viande bovine, ils vont acheter de la volaille, de la protéine moins chère. Ceux qui achetaient du poisson, le poisson est en train de faire une chute libre dans nos magasins au profit des conserves de poisson, etc., etc. Donc il y a des rayons qui gagnent en nombre d'unités de vente et il y en a qui perdent, effectivement. L'achat plaisir, on perd. Vous savez que tous les semaines, dans nos prospectus, on a le lundi et le jeudi des ustensiles de cuisine, des ustensiles de jardin, de bricolage, moins 20%. C'est de l'achat plaisir. Donc l'achat plaisir, il n'y est plus. Donc tous ces produits-là, on les vend beaucoup moins au profit de l'alimentaire. Donc oui, il y a clairement des arbitrages. Michel-Édouard Leclerc ce matin, moins de poisson, moins de viande. Pour autant, il continue à manger des chips et à boire du soda. On a justement quelqu'un qui va peut-être pouvoir nous dire comment manger bien mais moins cher. Bonsoir Thierry Marx. On est ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes chef étoilé, vous avez plusieurs restaurants à Paris, plusieurs boulangeries aussi, et vous êtes aussi le président de l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bienvenue sur ce plateau. Peut-être un mot d'abord avec vous, Rodolphe. Vous avez fait des courses. Vous êtes venu avec quelques produits. Puisqu'on est justement en train de parler des produits, de l'assiette des Français, racontez-nous ce que vous avez choisi et pourquoi vous avez choisi ces produits. Allez-y, sortez-les. C'est maintenant. Parce que je sais que vous ne les avez pas sélectionnés par hasard. Non, bien sûr, pas du tout. J'ai sélectionné ces produits volontairement. Vous voyez, on est en plateau, donc on sort tout ce qui... Alors donc, là, il y a de la lessive. Exactement, il y a de la lessive, il y a du lait, il y a des tasses de café, il y a du shampoing et il y a des pâtes. Alors, pourquoi avoir choisi ces produits-là? Pour une raison très très simple, c'est que d'abord, vous avez deux types de catégories de produits. Vous avez des produits qui sont dites de marque nationale, c'est les fameuses marques dont on parlait tout à l'heure ensemble. Eh bien, on voit très très bien qu'aujourd'hui, dans les comportements de consommateurs, on achète moins
de ces produits de marque nationale pour acheter plus de ces produits dits de marque distributeur. Ça, c'est le premier choix. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Ensuite, je les ai choisis aussi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces produits-là? Parce que vous avez ici des produits qui sont des produits de première nécessité sur lesquels finalement on ne va pas renier, on va continuer à en acheter, mais on va descendre. Hein, c'est-à-dire qu'on passe de la marque nationale, marque distributeur, voire même marque premier prix. Et enfin, j'ai sélectionné aussi ces produits-là parce que malheureusement, ce sont aussi des produits d'arbitrage. Ça veut dire que dans les magasins de monsieur, mais dans les magasins de la distribution en règle générale, lorsqu'on arrive le 20 du mois, parce que la lessive, ça coûte 10, 12 euros, 8 euros et que ça pèse très lourd, eh bien, on en achète moins. Ça veut dire qu'on a cette sensibilité et un arbitrage, nous les consommateurs, et particulièrement les Français. Donner un chiffre qui est absolument incroyable, de savoir que quand un consommateur rentre dans un supermarché ou un hypermarché, il a dans sa tête une douzaine de prix en référence. Il les a. On avance. Hein, vous avez 12 prix, sauf que vos 12 prix à vous ne sont pas les miens. Et ça veut dire qu'on avance et on fait nos courses avec une logique en disant... Finalement, j'ai un panier, j'ai 35 ou 40 euros, je n'irai pas au-delà de 45 euros. Et donc, on a une barrière que l'on ne passe pas. C'est pour ça que parfois, vous avez, au moment de la caisse, vous pouvez trouver des produits qui sont mis de côté parce que finalement, ce produit-là, aïe, il me fait passer au-delà des 45 euros, je ne vais pas le prendre. C'est pour ça que j'ai choisi ce produit. Le bio, on n'en parle même pas? Le bio est en très forte chute. Catastrophe. C'est une moins catastrophe. 20 sur le lait, voilà. moins 25 sur les œufs. Et c'est en général, le bio, c'est une catastrophe. Alors, et c'est une catastrophe. Et là, pour le coup, si on veut mobiliser le gouvernement et les filières, il faut mobiliser sur le bio. Pourquoi? Parce qu'on a énormément œuvré pour faire passer des agriculteurs en agriculture traditionnelle vers le bio. Ils ont investi, parfois même pendant 2-3 ans, ils ont vu leurs revenus baisser. Aujourd'hui, ils sont en bio et malheureusement, ils vendent du lait bio au prix du lait traditionnel. C'est une catastrophe. Là, on a des catastrophes dont on devrait s'occuper. Thierry Marx, 8 Français sur 10 ont changé leurs habitudes alimentaires en raison de l'inflation. C'est ce que révèle notre dernier sondage Ellab. Ça a été très bien expliqué. Est-ce que vous-même, lorsque vous faites vos courses, lorsque vous achetez vos produits pour vos restaurants, eh bien désormais vous ne fonctionnez plus comme il y a un an? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Alors oui, on a changé les habitudes en matière professionnelle. C'est-à-dire qu'on a diminué l'offre, mais on a continué à mieux sourcer les produits, diminuant l'offre, mais en augmentant des fois la qualité des produits pour toujours avoir cette attractivité. Mais si je me place comme simple citoyen et consommateur, là on parle d'alimentation et on est dans un pays où l'alimentation est très fracturée. Donc à un moment donné, dans cette défense du pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier qu'il y a pouvoir. Et souvent, je dis aux gens, mais attention, regardez ce que vous achetez en termes d'alimentation, parce que qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Identifiez rapidement ce qu'est un bon produit et refaites de la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, on voit les coûts très augmentés des produits ultra transformés et souvent sur les chaînes de télévision on voit quand on filme des personnes en train de faire des achats, on voit beaucoup de produits industriels et ça c'est pas très bon pour la santé. Donc je pense qu'il faut inciter les gens, s'ils veulent se préserver un peu de cette inflation, de refaire à minima la cuisine et d'aller vers des bons produits. On a parlé du bio, moi je parle d'abord du bon. Et il y a aujourd'hui des agriculteurs qui font de bons produits dont on peut mesurer l'impact social, l'impact environnemental, mais aussi l'impact nutritionnel. Pas oublier qu'on est dans un pays très fracturé en termes d'alimentation. Mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir? Alors évidemment, on caricature un peu, mais que les Français renoncent à la viande et aux poissons. En revanche, ils continuent à manger des chips et de boire du coca. Ça me gêne en termes de santé publique, parce que ça, on sait que c'est vraiment des produits qui sont mauvais. Mais ce qu'il faut inciter, c'est à mieux manger. Encore une fois, j'ai beaucoup défendu, et je passe toujours pour un peu le rabat-joie de service en disant il faut remettre des cours de cuisine à l'école. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez des mangeurs et plus des consommateurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... c'est ça pour vous la clé. Mais la clé, c'est la clé de l'impact social et de l'impact environnemental. N'oublions pas qu'on est sur aujourd'hui une France qui a une fracture sociale extrêmement dure et une alimentation à 2 vitesses. Ouais. Vous avez une alimentation pour les gens qui vont bien, ils sont en capacité d'analyser ce qu'ils mangent et ils ont un reste à vivre suffisant. Et ceux qui n'ont pas un reste à vivre suffisant et qui vont vers des produits qui ne sont de toute façon pas bons. Donc il faut les aider à choisir par moment, à refaire la cuisine, à aller vers de bons produits, des produits sains avec un impact social et un impact environnemental et nutritionnel. Alors ça, c'est effectivement un conseil ultra important. Mais pour ceux qui, comme moi, détestent cuisiner, sont très mauvais. Comment manger bien en ce moment et pas trop cher? Vers quel produit se tourner? J'ai pas de clé magique. Vraiment, j'ai entendu tout à l'heure, je vous ai écouté sur ce plateau, c'était passionnant. J'ai toujours pas compris comment je pouvais faire baisser mon panier en tant que citoyen. Donc je me dis des produits de saison. Et donc c'est ce qu'on défend.
vous allez la payer à peu près 1 € le kilo. Hors saison, vous allez payer 3,50 €. La tomate cerise, c'est une tomate cerise que vous allez payer hors saison 2,5 fois moins cher que lorsque vous êtes hors saison. Donc typiquement, mais si ça, on pouvait vous donner comme conseil, c'est ça. Mais moi, en tant que professionnel, je le sais, mais il faut inciter les gens à le faire, c'est-à-dire recuisiner un petit peu à minima pour protéger votre plaisir, bien-être, santé. Et ça, c'est pour ça qu'on défend dans beaucoup d'enseignes l'idée du panier bon, du ticket bon, de faire une sélection de produits qu'on peut facilement transformer pour reprendre en main le pouvoir. On parle de pouvoir d'achat, mais on a un pouvoir de décision dans le pouvoir d'achat. Et ça me paraît être essentiel. Oui, pour aller dans ce que dit Thierry Marx, et je me tourne vers M. Biérot, c'est aussi un problème d'offre des magasins. C'est-à-dire que si on entre dans un de vos magasins et que l'offre de fruits, de légumes, de produits frais non transformés n'est pas suffisamment importante, suffisamment visible par rapport aux produits transformés qui sont moins bons pour la santé, mécaniquement, le consommateur va moins se tourner vers ces produits. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que vous mettiez beaucoup plus en avant ces produits à transformer par le consommateur? Parfaitement d'accord. Ça, c'est pour vous, Michel Biérot. Parfaitement d'accord. Je rejoins tout à fait M. Boisiz. Nous, dans tous les 1600 magasins Lidl en France, quand vous rentrez, vous passez la porte, le premier rayon, c'est le fruits et légumes. Le deuxième rayon, c'est la viande volaille. C'est souvent le cas quand même, non? Non, c'est pas toujours le cas. On est la seule enseigne à avoir le fruits et légumes à l'entrée du magasin. C'est de plus en plus le cas. C'est une question de disposition, M. Biérot, mais de part. En tout cas, ça a été intégré. Mais je suis d'accord, et je pense que nous, distributeurs, on a une responsabilité dans ce que dit M. Marx, dans le sens où on a des prospectus qu'on édite à des millions d'exemplaires, et on peut... Alors, bien sûr, pour répondre à M. Boisiz, je propose dans mes magasins ce que les clients me demandent. D'accord? Donc, parce que si je ne l'ai pas moi, ils vont tous aller chez mon concurrent. Donc, c'est l'offre et la demande. Par contre, je peux, moi, et c'est notre responsabilité, d'inciter les consommateurs d'aller dans ce sens, d'aller manger du bon, d'aller manger des fruits et légumes, de les transformer, de les cuisiner. On vend des appareils de cuisine. Et ça, comment vous le faites justement? Cette incitation, elle passe par quoi? Par exemple, à travers le Nutri-Score. On a mis en place le Nutri-Score. Moi, je suis un défenseur du Nutri-Score et je pense qu'il faudrait non seulement en faire une loi pour l'imposer à tous les industriels, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui ne veulent pas poser le Nutri-Score sur leurs produits. Nous, on l'a fait sur la MDD, on est en train de le déployer. D'ici quelques mois, 100% de nos MDD auront le Nutri-Score. Et comme ça, le consommateur, comme le disait M. Marx, peut décider. Alors ça, en l'occurrence, ça leur indique la qualité de ce qu'ils mangent. Mais ça ne leur dit pas retourner en cuisine. Non, mais on est d'accord, mais on peut le faire à travers des recettes. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que dès lors qu'on ne travaille pas sur le fait de retourner en cuisine, on a évidemment une alimentation qui est très dégradée et un pouvoir d'achat qui est en berne parce qu'on va chercher des produits qui ne sont pas très bons pour la santé et finalement qui sont des produits ultra transformés. Donc l'intérêt, il est quand même de réapprendre aux gens de parler de pouvoir d'achat, de dire mais on parle de pouvoir, vous avez du pouvoir. Vous pouvez, quand je vois une crème au chocolat, je regardais avant d'entrer en plateau, le prix d'une crème au chocolat qu'on connaît tous, vous dites, qu'est-ce qu'il y a qui fait que je vais acheter cette crème au chocolat? Elle a pris 8% d'augmentation en gros. Vous regardez, il y a à peine 2% de cacao en poudre, il y a quelques gélifiants, il y a 3% ou 4% de lait, et le reste c'est des texturants. Pourquoi ça prend 8 ans? À un moment donné, vous avez le pouvoir de dire non. Mais il faut avoir une approche pédagogique pour dire attention, vous avez un peu la consommation que vous méritez. Pour ceux qui souffrent et qui nous regardent, vous leur dites cuisiner, ce sera le meilleur moyen de manger bien et de manger le moins cher possible. Je voudrais qu'on écoute justement 3 réactions de Français. Écoutez. On fait de plus en plus attention sur qu'est-ce qu'on achète et sur la quantité de ce qu'on achète. Par exemple, tout ce qui est produits laitiers ou même viande, on va avoir tendance à diminuer la quantité. Et de plus à faire des listes de plus en plus précises avec des plats programmés pour éviter d'acheter vraiment un excès qu'on peut éviter d'acheter. Et on évite les plaisirs même maintenant, c'est vraiment juste le strict nécessaire pour la semaine. Je fais du mieux que je peux, mais franchement, quand je regarde mon ticket de caisse, je dis, eh ben... On regarde plus le prix que se restreindre. Voilà. Et puis suivant réellement les envies, j'achète au lieu de faire les courses une fois par semaine, je les fais un peu plus souvent pour réellement qu'il n'y ait aucun gâchis. C'est intéressant ce que dit cette dernière Français, c'est qu'ils ont aussi changé visiblement les Français leur manière de faire les courses. Au-delà de ce qu'ils achètent, on n'est plus face à un gros marché par semaine, mais plutôt... La fréquence a augmenté. C'est ça. Et le panier a diminué. La fréquence et les lieux aussi pour aller chercher les prix les moins chers. Les Français, de toute façon, ils sont très volages. Hein. Ils papillonnent de magasin en magasin. Donc à nous d'essayer de les... Ils le sont plus, bien évidemment, parce qu'ils sont à la recherche de promotions, ils sont à la recherche des bons prix, etc., etc.
etc. Mais donc à nous d'essayer de les retenir et pour qu'ils restent dans nos magasins à travers notre offre et les choses qu'on met dans les prospectus. On a quand même un modèle économique sur l'alimentation qui est très ancien, des années 70, sur cette théorie du low cost, du tout pas cher, d'une espèce d'économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité, en échange de quoi on fait des petits prix. Donc on s'est tous habitués à consommer comme ça en disant il faut que ce soit pas cher. Non, l'alimentation de qualité, ça a un coût. Et à un moment donné, il faut être capable de reconnaître qu'un bon produit, ça a un coût et qu'il va falloir y mettre le prix. Mais vous, par exemple, vous n'avez renoncé à aucun produit là pour les menus de vos restaurants? Bien sûr. D'abord, on a fait des menus journaliers. C'est-à-dire qu'on est capable de réagir en fonction du marché, comme n'importe quel citoyen, et de se dire on va s'adapter et ne pas aller vers des produits qui flambent ou des produits, quand on voit certains beurres qui flambaient, on a dit non. Ou alors on veut, depuis l'inflation, bien sûr, ou alors on veut ce beurre-là parce que c'est ce producteur-là qu'on défend, et c'est le cas, moi j'ai très lié avec Bleu Blanc Cœur, vraiment une catégorie de produits qu'on connaît bien. Eh bien, je dis bon, je protège mon agriculteur, jusqu'où je peux aller. Bon, quand je vois 30% sur le beurre, c'est vrai que je fais un petit peu attention, et je vais faire attention sur autre chose. Par exemple, on va rendre nos cartes plus flexitariennes. On va mettre moins de protéines animales, plus de végétales. Mais on s'adapte, mais on continue à faire des produits de qualité. Moins de viande sur votre carte, par exemple? Mais moi, je suis convaincu du moins de viande. Donc, je défends les éleveurs, je défends la qualité, je dis mieux mais moins. Donc aujourd'hui, on va rentrer, et je salue au passage mes confrères des Pyrénées-Orientales qui vont avoir un ingrédient qui va devenir très très cher, qui est l'eau. Mais aujourd'hui, il faut s'interroger là-dessus sur l'impact environnemental aussi de notre alimentation et de la qualité des produits qui sont dans notre assiette. Et encore une fois, aujourd'hui, l'alimentation en France est très fracturée. Dans quelle mesure le prix de votre menu a augmenté? Je ne peux pas, à un moment donné, dans certains restaurants dits gastronomiques dans lesquels j'ai l'immense chance de travailler, je peux faire bouger 3 ou 4% un prix de menu. Beaucoup de mes confrères qui ont des menus entre 12 et 15 euros, s'ils augmentent de 3 euros, ils ont perdu le client. Donc ça, c'est un vrai sujet dans des entreprises qui sont très fragiles, déjà qui ont été très impactées par la crise de l'énergie. Donc aujourd'hui, pour certains restaurateurs, certains hôteliers, on ne peut plus bouger les prix. Sinon, on perd le client. D'ailleurs, on voit bien une augmentation dans les enseignes de la consommation des sandwichs et du snacking et une perte d'attractivité dans la restauration. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit aussi notre dernier sondage Elab. Il indique que les Français ont renoncé pour 53% d'entre eux à faire du shopping, mais aussi à faire une sortie pour 49%. Donc ça, en l'occurrence, ça concerne le resto. Il y a de moins en moins de gens dans vos restaurants. Exactement. Bonsoir Clémentine Lindon. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'application de lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'appelle Too Good To Go. Et vous aussi, vous êtes la preuve que les Français ont changé leurs habitudes ces derniers temps en raison de l'inflation, puisque vos utilisateurs ont augmenté de 30% depuis janvier, plus 1 million d'utilisateurs, au total 15 millions d'utilisateurs. Comment vous expliquez tout d'abord le lien entre inflation et hausse de vos utilisateurs? Ce qui va, par la même occasion, vous permettre d'expliquer exactement ce à quoi sert votre application. Je pense qu'il faut commencer par expliquer qu'est-ce que le gaspillage alimentaire et les conséquences que ça a. On parle aujourd'hui de trouver des solutions pour le portefeuille justement des Français. Le gaspillage alimentaire en est une quand on sait qu'aujourd'hui, on gaspille 40% de ce qu'on produit. 40%, c'est donc un non-sens économique parce qu'on va perdre de la valeur et on va gaspiller des produits. C'est aussi un non-sens environnemental et ça va aussi avec ce que vous disiez sur l'enjeu de se reconnecter à notre alimentation, et un non-sens social parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent justement en situation de précarité alimentaire. Et c'est là où Too Good To Go intervient. C'est une solution. Je ne sais pas si vous l'avez autour de nous. En tout cas, un Français sur 5 aujourd'hui l'utilise. Oui. Vous aussi, Thierry Marx? Oui, très bien. J'étais les premiers adhérents à Too Good To Go. C'est vrai, tout à fait. Témoigner. Hein. J'ai poussé l'application. Et aujourd'hui, elle a été précurseur sur ce sujet de trouver une solution simple et efficace, accessible à tous pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le principe, il est simple, c'est vous, en tant que commerçant, vous allez avoir des invendus alimentaires à la fin de la journée qui vont être destinés à être remis à la poubelle. Nous, notre objectif, c'est via l'application de pouvoir reconnecter ces commerçants avec des utilisateurs qui sont situés à proximité pour leur proposer de récupérer pour un tiers du prix les invendus alimentaires qui auraient été autrement jetés à la poubelle. Donc c'est un acte d'achat responsable parce qu'on va éviter de jeter des produits, et c'est aussi un acte d'achat économique parce qu'on va augmenter en réalité son pouvoir d'achat de 3. Le panier, vous allez le récupérer à proximité, et on voit aujourd'hui qu'il y a un objectif plaisir d'avoir accès à des produits qu'on n'aurait pas forcément eu
dans notre quotidien, avoir aussi un objectif économique et un objectif environnemental. Et vous le disiez, aujourd'hui, on a plus de 30% d'utilisateurs sur notre application. C'est 1 Français sur 5 qui l'utilise. Et on voit même qu'on a aujourd'hui 1 million d'utilisateurs qui, chaque jour, se connectent à l'application à la recherche de bons plans à côté de chez eux. Est-ce que, par exemple, il vous est arrivé de travailler avec Lidl? Non. Pas encore, peut-être. Non, alors je salue l'initiative. Vous le faites avec d'autres je la connais très bien. De ce type. C'est juste que nous, on a mis en place d'autres types d'anti-gaspi. D'autres process pour... Comme par exemple les fruits et légumes. Les fruits et légumes, les consommateurs, malheureusement, dès que le fruit ou le légume est un petit peu tapé ou qu'il y a une tache, ils ne le prennent plus. Donc nos 1600 chefs de magasin, tous les soirs, font le tour du rayon fruits et légumes dans la peau d'un consommateur et retirent tous les fruits et tous les légumes qui ne sont, à leurs yeux, plus vendables, d'accord, plus commercialisables. On constitue des cagettes de 5 kilos, pêle-mêle, hein, vous avez des fruits, des légumes, qu'on vend tous les matins à l'ouverture des magasins, 1 € la cagette de 5 kilos. Ouais. Et aujourd'hui, ils font la queue dans les magasins, les clients, pour acheter ces cagettes. C'est 4 millions de cagettes de 5 kilos qu'on vend depuis plus de 6 ans chaque année. Et de ces donc 4 millions de cagettes à 1 €, ça fait 4 millions d'euros. Et la moitié, on le reverse au Resto du Cœur. Clémentine Lindon, vous avez clairement vu la différence depuis la poussée inflationniste? On l'a vu côté utilisateur, avec effectivement aujourd'hui 15 millions d'utilisateurs. L'année dernière, on était plutôt autour de 10 millions. Ouais. On l'a vu aussi côté commerçant, où on a une augmentation de 30 à 40% du nombre de commerçants qu'on retrouve sur l'application partout en France. Aujourd'hui, vous avez 35 000 commerçants qui vont proposer leurs invendus. Vous avez des supermarchés, bien entendu, mais vous avez également des restaurants, des cafés, beaucoup de boulangeries qui vont mettre à disposition justement sur l'application ces invendus alimentaires. On a une hausse de l'utilisation. On est à peu près aujourd'hui 1 500 000 paniers par mois qui vont être sauvés par les utilisateurs, et surtout une fréquence d'utilisation qui est de plus en plus importante chaque mois, parce que les Français aujourd'hui, c'est une réalité, avec l'hausse du prix de l'alimentation, ont un besoin de trouver des solutions, et Too Good To Go se positionne justement... Je vous donne la parole juste après, Rodolphe, mais vous expliquiez tout à l'heure que le bio, c'est la catastrophe, évidemment, depuis cette poussée inflationniste, que les Français en achètent beaucoup moins. Est-ce que vous le retrouvez, ça, dans vos stocks, par exemple, dans les invendus? Est-ce qu'il y a plus de bio? On est incapable de pouvoir vous préciser ce qu'on va récupérer dans les paniers, puisque c'est tout le principe de l'application, c'est on ne peut pas anticiper ce qu'on va récupérer dans notre panier. C'est pour ça qu'on appelle ça un panier surprise. Aujourd'hui, néanmoins, ce qu'on voit, c'est une hausse de l'utilisation, donc qui reflète vraiment une recherche de bons plans de la part des Français, mais aussi une offre plus importante sur l'application, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Perdre et jeter à la poubelle, c'est quelque chose qui est une aberration, et donc l'offre rebascule aussi sur notre application. C'est-à-dire qu'en fait, votre initiative prend d'autant plus de sens face à la situation qu'on vit en ce moment. Je voulais juste rebondir parce qu'il faut aussi parler du profil, hein, c'est-à-dire les profils que vous avez au sein de votre application. Finalement, vous avez une très grande diversité. Hein. Vous trouvez à la fois des étudiants, vous trouvez à la fois des familles avec enfants, vous trouvez des retraités. Exactement. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment la très grande hétérogénéité. Moi, pour être allé sur le terrain et être allé parfois voir un peu quels étaient les clients de cette application, en fait, vous vous rendez compte, c'est vraiment une application service, c'est-à-dire bon plan, quoi, quelque part, et que tout le monde l'active, pas tout le temps, tous les jours, hein, mais certains vraiment en situation de difficulté. Subitement, il y a un coup dur, pendant une semaine, 10 jours, je vais utiliser ce dispositif. Et cette clientèle est toujours aussi hétéroclite, où il y a plus de jeunes, par exemple? C'est vraiment, on va répondre à des besoins de l'ensemble des Français qui ont des difficultés en termes de pouvoir d'achat, ou également qui souhaitent avoir une action en faveur de la préservation de l'environnement. Elle est gratuite, cette application? Elle est gratuite, tout à fait. C'est tout ce que vous aimez, Thierry Marx. J'adore. Moi, j'adore l'idée du bon. Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Son impact social, environnemental et nutritionnel. Et bon pour tous. Et ça, c'est une action qui est bonne pour tous, finalement. Parce que ça crée aussi du flux dans nos magasins. Nous, on est Too Good To Go dans les boulangeries, par exemple. Et on voit bien que, malgré tout, il y a des gens qui viennent grâce à Too Good To Go parce qu'ils ne viendraient pas, parce que le prix du croissant ne leur convient pas vraiment. Mais ça crée aussi cette idée du flux. Donc, tout ça, c'est bienveillant. Et de lien social, absolument. De découvrir des commerçants à proximité de chez soi. Et découvrir la qualité. Et je reviens sur mon idée du low cost tout à l'heure. C'est vrai que moi, je viens de cette génération où on a connu les grandes enseignes et on nous a dit le tout pas cher. Et le tout pas cher, finalement, ça a oxydé tout le monde. Le monde agricole, sur lequel on a écrasé des marges, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, redéfendre l'idée du bon au travers, même des fois d'une facilité pour certains d'aller vers le bon, c'est essentiel en termes de consommation alimentaire.
vous donne des idées? Même si vous l'avez déjà expliqué, mis en place tout un processus. Mais moi, pareil, j'adore le concept de To Go, mais nous, on a mis en place plein de choses. On a enlevé toutes les poubelles de tous les magasins. Il n'y a plus une poubelle dans un magasin Lidl. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus jeter. C'est plus acceptable de jeter un produit, quoi. Enfin, il y a des gens, ils ont plus les moyens de manger. Donc, les entrecôtes, par exemple, deux jours avant la date, on les jetait. Aujourd'hui, on les vend jusqu'au jour de la date, et le jour de la date, on les baisse à 50 centimes. 50 centimes. Et ben, je peux vous dire que tous les jours, on ne jette plus une seule entrecôte dans les magasins. Pas mal, l'idée de supprimer toutes les poubelles. C'est une réalité. C'est aussi de la formation en magasin, c'est de l'information en magasin. On a tous un rôle à jouer pour être porteur de solutions. Et au sein de l'anti-gaspi, on a vraiment tous un rôle à jouer, qu'on soit directeur de magasin, qu'on soit au sein des linéaires, à aller regarder tous les jours les dates limites des consommations pour définir aussi la meilleure approche à avoir pour ne pas jeter. Et celle-ci, elle est triple. Il y a du don pour les associations, il y a de la promotion en magasin, il y a l'utilisation de paniers comme nous on propose chez Too Good To Go. On a tous une même ambition. C'est de ne pas gaspiller. Et aujourd'hui, dans le contexte économique dans lequel on se situe, et aussi avec cette urgence climatique, on a un enjeu de mieux rationaliser, mieux prendre en charge aussi et responsabiliser notre alimentation. L'anti-gaspi est devenu non pas une tendance, mais vraiment un réflexe par l'ensemble des acteurs sur le terrain. Juste pour rappeler, dans la chaîne du gaspillage au global, vous expliquez que 30 à 40% de ce qui est produit est jeté. Malheureusement, les plus grands gaspilleurs, c'est le consommateur final. Donc, surtout aussi, éduquons aussi les consommateurs, éduquons les citoyens à ouvrir leur réfrigérateur et surtout se dire « Oh là là, je peux fabriquer, je peux cuisiner, je peux transformer pour éviter de jeter. » Et de ne pas rester un peuple immobile. C'est vrai, on est devenu un peuple immobile. On commande, on a une application, on commande, on est devant son canapé et on mange. C'est pas ça, s'alimenter, se nourrir, se restaurer. C'est surtout pas ça. Il faut à un moment donné reprendre l'idée de l'action, de se refaire à manger et de moins être dépendant de l'ultra transformé. Je rappelle que vous êtes aussi le président de l'UMI, l'Union des métiers, des industries et de l'hôtellerie. Vous nous racontiez tout à l'heure en quelques mots la détresse de certains de vos collaborateurs, de certains restaurateurs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, demain, de cette réunion à Bercy? Et quel est le message que vous auriez envie de faire passer aux leaders de la grande distribution et aux industriels? Bougez-vous, mettez-vous d'accord? Mettez-vous d'accord pour que ça aille assez vite. Finalement, on souffre tous là aujourd'hui. Si je prends uniquement la casquette de l'UMI et de l'hôtellerie-restauration, le coût de l'énergie était catastrophique pour l'ensemble de nos confrères et consoeurs. Maintenant, le coût des matières premières explose. On a augmenté le coût des salaires parce qu'il fallait travailler sur la grille des salaires. Aujourd'hui, des restaurateurs ne tiendront pas, n'iront pas jusqu'à 2024 si à un moment donné, il n'y a pas une réaction forte à leur proposer. Et le coût des matières premières est à sujet. Et vous avez le sentiment que le gouvernement en fait assez? Michel-Édouard Leclerc, qui était sur le plateau de BFM TV ce matin, disait il était invité à cette réunion et il dit « Moi, je suis même pas sûr d'y aller. D'ailleurs, il va probablement pas y aller parce que tout ça, c'est que de la com. » Non, moi, je suis pas de la politique de la chaise vide, j'aime pas. Donc, il faut aller encore tirer la manche, évidemment, des gens qui nous gouvernent pour qu'on fasse des actions sur le fond. Il n'y a pas que le coût des matières premières, il y a d'autres taxes qui arrivent et qui pénalisent lourdement nos entreprises. Le coût du travail en France, il va falloir à un moment donné s'entendre là-dessus. Il y a le coût des matières premières, mais aussi le coût des matières transformées. Il y a tout un tas de choses qui sont à évoquer avec Bercy, évidemment. Mais encore une fois, il faut y aller, il faut discuter. Et il faut y aller régulièrement pour continuer à être entendu. Mais c'est pas aussi simple. L'énergie est encore aujourd'hui quelque chose de très fort. J'ai évoqué tout à l'heure ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, mais l'ingrédient que va être l'eau, qui va être peut-être l'ingrédient le plus cher de notre tourisme, de nos vies en général, il va falloir regarder ça de très 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 près. On est en train de fragiliser tout un pan de notre économie qui est l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie. Je ne sais pas si on aura des images, Franck Boisys, demain, mais ce ne sera pas un bon signal quand même si on voit des chaises vides autour de la table. On vient de le voir et de l'entendre largement sur ce plateau. Les attentes, elles sont fortes. Les attentes sont fortes, mais je crois qu'il y a un principe de réalité qui va s'imposer également, c'est que il est fort probable, puisque le cours des matières premières a baissé, que l'on arrive à une baisse des prix. En revanche, ce qui serait illusoire, me semble-t-il, c'est de penser qu'on reviendra au prix d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une part de la hausse du prix de l'alimentation qui va demeurer incompressible. Et finalement, pour rebondir sur ce que disait Thierry Marx, pendant des années, d'un point de vue macroéconomique, on s'est habitué à ce que le budget de l'alimentation dans les ménages français soit en baisse régulière. Et ce que cette crise va nous amener malheureusement,
c'est que les Français qui avaient fait d'autres arbitrages sur l'électronique, sur le digital, sur la consommation culturelle peut-être, vont devoir se préparer à réarbitrer en faveur d'une hausse du budget alimentation dans leur budget. Alors, dans quelle mesure, je pense que c'est important d'essayer de répondre à cette question pour ceux qui nous regardent. Ça ne reviendra jamais comme avant, c'est ce que vous dites comme Michel-Édouard Leclerc, mais dans quelle mesure, enfin, avec quels moyens ça va rester au-dessus de ce que l'on a connu? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Non, aujourd'hui, je ne peux pas le chiffrer, mais après, il y a aussi des choses assez qui moi, me frustrent beaucoup, m'agacent beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, un Français, pour revenir à ce que disait M. Marx, est d'accord de payer un grand soda très connu 3 € le litre, mais ça nous embête tous de payer 1 € le litre de lait où il y a un éleveur derrière qui n'arrive plus à vivre. Ça aussi, c'est de l'éducation. On peut pas tout vendre à rabais. Donc le litre de lait, pour moi, il faut qu'il soit vendu minimum 1 € pour que derrière un éleveur. Ouais, mais ça c'est un travail de longue haleine. Il va falloir les choisir, vos combats. Mais je l'ai choisi. Moi, j'ai choisi le combat de préserver le monde agricole et d'essayer de sauver la souveraineté alimentaire française. Parce que le pari qu'on a gagné en France pendant le Covid, c'est que tous les Français veulent manger français. Tous. Par contre, pour continuer à manger français, il faut qu'on ait des agriculteurs qui produisent en France derrière. Mais juste pour prendre un exemple concret sur les prix des produits, cette lessive, vous l'avez achetée combien par exemple, Rodolphe? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire? J'ai plus le prix en tête. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple, on ne paiera jamais plus une lessive moins de 7 €? Prenons l'exemple des pâtes. Les pâtes ont augmenté de 30%. On ne va pas faire une baisse de 30%. On n'aura pas une baisse de 30%. Donc on aura peut-être dans quelques semaines une baisse de 10%, de peut-être 12%, mais on ne reviendra pas à 30%. Donc on est très loin des 30% bien sûr. Je vais juste pour vous éclairer, les pâtes, c'est du blé en particulier. Sur un paquet de pâtes, en moyenne, le prix de la matière première, c'est 20%. Le reste, ça va être du transport, ça va être du packaging, ça va être de la logistique, bref, de la main-d'œuvre, tout un tas de dispositifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais demain, le prix du blé descend de 20%, 20% de 20%, ça veut dire que mon paquet de pâtes, il va baisser de 4%. Donc vous voyez bien que pour que les prix baissent, il faut que l'ensemble des éléments constitutifs du prix soient vraiment orientés à la baisse. Et ça, c'est un défi qui n'est pas prêt d'être mais de prendre conscience que l'alimentation, c'est pas le paquet de lessive. Donc quand vous regardez le paquet de lessive, vous pouvez encore faire baisser le prix de ce paquet de lessive. Or qu'on a intérêt à augmenter la qualité de notre alimentation. Pour moi, c'est crucial. Oui, il faut bien faire la distinction. Et si vous regardez ce qu'il y a dans cette lessive, finalement, il y a beaucoup d'eau et très peu de détergent. Donc ils ont encore les moyens d'écraser des marges. Je suis pas lessivier. Mais ils ont encore les moyens d'écraser les marges. Quand vous écrasez, comme il vient d'être dit, les marges d'un agriculteur pour 1 litre de lait, moi je préfère qu'on taxe le soda, qui a un impact sur la santé publique qui est détestable. On marque une pause. Je suis désolée Franck, vous savez comment ça marche, mais on se retrouve très vite pour continuer à parler donc de l'inflation. Je remercie Clémentine Lindon, porte-parole de l'application de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc Too Good To Go et bravo à vous. Les autres, vous restez avec moi. À tout de suite.